Pour cette table ronde, j'ai le plaisir, de vous accueillir, mesdames, messieurs. Je vais vous présenter, Alexandra Vidal, avocate en droit économique, chez EY Société d'avocats. Adélaïde Lefebvre, avocate en fiscalité indirecte, également chez EY Société d'avocats. Bonjour Et à en tous. et enfin, Fabrice Savadi, partenaire finance business consulting, EY Consulting. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. La question qui va vous animer pendant cette première table ronde, je vais vous laisser le soin de nous présenter le cadre réglementaire de la facturation électronique qui arrive à grands pas. Ouais, merci beaucoup. Donc en effet, on va commencer par vous faire une présentation un peu, générale de la réforme de la facturation électronique. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une facture qui est fiscale, car quand on regarde les objectifs principaux de l'administration fiscale, ça reste quand même la lutte contre la fraude à la TVA, en plus de faire une simplification pour les entreprises, parce qu'il y aura des flux qui seront simplifiés, étant donné qu'il y aura de l'automatisation dans les factures, et dans les échanges de données. Et également, à terme, il y a une autre simplification qui va être appliquée par l'administration fiscale, ça va être un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Donc tout ça pour vous dire que c'est véritablement quelque chose qui est fiscal et pour le champ d'application de la réforme, il faut bien venir se placer d'un point de vue de la TVA. C'est-à-dire que le champ de vos obligations dans le cadre de la réforme vont se faire par rapport à vos opérations et comment elles sont traitées d'un point de vue TVA française. Donc, c'est un peu ce qu'on voit, à l'écran, c'est que quand on parle de la réforme de la facture électronique, en réalité, ce n'est pas juste la facture électronique, il y a d'autres obligations qui sont applicables dans le cadre de cette réforme. Donc la première qui est la plus importante, c'est bien évidemment la facture électronique. Donc ici, cette première exigence, finalement, elle va ne s'appliquer que sur les opérations qui sont des opérations B2B nationales entre assujettis établis en France. Donc ça veut dire que c'est vraiment juste limité à ces opérations-là et pas pour tout ce qui est opérations, par exemple, avec des particuliers ou des opérations avec, des assujettis qui seraient à l'étranger. De la même manière, heu, si jamais vous faites des flux avec, par exemple, vous avez des clients qui sont des assujettis français, mais vous envoyez des biens à l'étranger pour ce client-là, de la même manière, ça ne va pas forcément être compris dans la facture électronique parce que ce n'est pas une opération qu'on va considérer nationale d'un point de vue TVA, mais ça va être considéré plutôt dans le champ du e-reporting. Donc pour aller un peu plus dans le détail de chacune de ces obligations, donc sur la première, on va bien avoir un véritable échange de factures qui va se faire électroniquement. Ça veut dire qu'on ne va plus avoir aucun échange direct de factures entre le vendeur et l'acheteur. Tout va passer par une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme agréée, qui va être une obligation pour les opérateurs français de nommer une telle plateforme. Donc ça veut dire qu'un acheteur français va émettre sa facture, va l'envoyer à sa plateforme, sa plateforme va l'envoyer à la plateforme de son acheteur. Il n'y aura plus du tout en fait d'échange direct entre l'acheteur et le vendeur lorsqu'on parle d'opérations nationales entre des assujettis établis en France. Sur les plateformes, un petit mot, ce sont des entités qui sont certifiées par l'administration fiscale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller vers n'importe quelle plateforme, qui pourrait exister. Il faut véritablement qu'elle soit certifiée par l'administration fiscale. Il y a d'ailleurs la liste de toutes les plateformes agréées qui est donnée par l'administration. Vous pourrez le trouver sur leur site. Donc ça, c'est pour la première exigence. Ensuite, pour toutes les autres opérations, elles pourraient être couvertes par la deuxième obligation de la réforme, qui est l'obligation de e-reporting. Sachant que le e-reporting, en réalité, il se subdivise en 3 catégories. On va avoir un e-reporting qu'on appelle B2B international, qui peut être à la fois à l'achat ou à la vente. Donc là, c'est dans les situations où vous, assujettis français, vous faites des opérations avec des étrangers, donc soit à l'achat, soit à la vente. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'échange obligatoire de factures électroniques, mais en revanche, il y aura certaines données de vos factures, donc encore une fois, facture d'achat et facture de vente, que vous allez devoir mettre dans un fichier de e-reporting à envoyer à l'administration fiscale. Le deuxième fichier de e-reporting qui peut être applicable, c'est pour toutes les opérations B2C. Que ce soit du B2C national ou international, il y a certaines données qui vont également devoir être envoyées à l'administration fiscale via ce fichier de e-reporting.
Et le troisième e-reporting qui va être appliqué, c'est un rapport sur les données de paiement. Parce que toutes les opérations pour lesquelles la TVA est due à l'encaissement, vous avez également une obligation de remonter les données de paiement de ces opérations-là, sachant que vous allez avoir un e-reporting séparé pour tout ce qui est opération B2B international ou B2C d'une manière générale. Et quand on parle de facture électronique, cette obligation existe également parce que vous avez ce qu'on appelle des statuts de cycle de vie qui sont appliqués à la facture électronique. Et il y a un statut notamment encaissé qui va être appliqué aux factures. Et c'est via ce statut-là que l'administration va avoir l'information sur le paiement de votre facture. Donc finalement, on se rend compte avec ces obligations de facture électronique et de e-reporting que l'administration fiscale va avoir une visibilité quasi exhaustive de l'intégralité de vos opérations qui sont taxables à la TVA. Et c'est sur cette base qu'elle va pouvoir, derrière, faire également un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Alors, toutes les opérations ne sont pas forcément dans le champ de la réforme, que ce soit au niveau de la facture électronique ou du e-reporting. Il y a certaines opérations qui sont hors champ. On peut avoir, par exemple, les importations de biens qui ne sont pas considérées par la réforme. On a également tout ce qui est opérations exonérées, telles que les opérations bancaires et financières, qui sont également hors champ de la réforme. Et également, si vous faites partie, par exemple, d'un groupe TVA, donc c'est-à-dire la notion d'assujetti unique, toutes les livraisons et les flux qui sont internes à ce groupe TVA seront également considérés hors champ. Mais en tout cas, on voit bien que la plupart des opérations que vous aurez réalisées d'un point de vue TVA vont être connues de l'administration fiscale. Cette réforme, elle va s'appliquer de façon progressive. Donc, il va y avoir une première entrée en vigueur à partir de septembre 2026. Et ça va dépendre finalement de la taille de votre entreprise. Donc, on a d'un côté les micro-entreprises et les PME, et de l'autre les ETI, les grandes entreprises. Donc, tout d'abord, il faut savoir que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes entreprises, vont avoir une obligation de se conformer à la réforme dès septembre 2026 pour tout ce qui est opération entrante pour la facture électronique. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous êtes un petit opérateur et que vous faites des achats auprès de prestataires ou de fournisseurs français qui, eux, seront potentiellement soumis à la réforme dès septembre 2026, ils vont devoir vous envoyer des factures électroniques. Donc, vous, en tant que petit assujetti, vous êtes quand même obligé de pouvoir recevoir ces factures-là, étant donné que vous avez une obligation de pouvoir les recevoir de façon électronique. En revanche, du côté de l'émission de la facture électronique, ce seront uniquement les grandes entreprises et les ETI qui vont avoir une obligation d'émettre les factures dès septembre 2026. Pour les petites entreprises, du côté émission, ce sera uniquement à partir de septembre 2027. Et ensuite, sur l'obligation de e-reporting, que ce soit à l'achat ou à la vente, donc là, il n'y a pas de différence entre flux entrant ou flux sortant. L'entrée en vigueur s'appliquera uniquement par rapport à votre taille d'entreprise. Donc, 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises. Donc, pour conclure un peu cette première partie de présentation très générale de la réforme, donc vers cette obligation, dans tous les cas, à partir de septembre 2026, pour pouvoir recevoir les factures électroniques pour tous les assujettis, ce qui va nécessiter à toutes les entreprises françaises de contracter avec une plateforme agréée dès septembre 2026. Donc, à minima, pour pouvoir recevoir les factures électroniques. Également, pour pouvoir bien mettre en place cette réforme, il faut avoir une bonne vision de son activité, de ses opérations, de quelles opérations donc vous réalisez. Est-ce que c'est des opérations françaises d'un point de vue TVA? Est-ce que ce sont des opérations avec des assujettis qui sont à l'étranger? Donc, est-ce que telle opération, je rentre dans le champ de la facture électronique? Est-ce que pour telle opération, je rentre plutôt dans le champ du e-reporting, etc. Sachant qu'il y a également un concept de ce qu'on appelle les cas d'usage, sont les flux un peu plus complexes d'un point de vue TVA, qui nécessiteront une mise en place peut-être spécifique dans la réforme. Donc, de la même manière, il faut savoir si vous rentrez dans des cas d'usage particuliers qui nécessiteraient en fait une mise en place un peu plus poussée de la réforme pour être sûr que toutes vos opérations soient bien couvertes et surtout soient en conformité avec la réforme de la facture électronique. Et également, la dernière chose, c'est il va y avoir un impact, comme on parle de facture électronique, il y aura un impact sur les données de facture. Les données vont devoir être bien vérifiées pour être sûr qu'elles soient conformes avec ce qui est demandé dans le cadre de la réforme et être sûr que vous avez bien toutes les informations qui sont nécessaires et obligatoires afin de pouvoir faire vos factures électroniques et également pouvoir faire vos fichiers de e-reporting qui, elles, vont se baser sur les données de vos factures.
Donc voilà pour ma première présentation générale de la réforme. Je vais passer la main à mon collègue Fabrice pour la suite. Merci beaucoup, Adélaïde. Alors, effectivement, tu l'as bien expliqué. Une des nouveautés, hein, avec cette réforme de la facturation électronique, c'est que les entreprises vont devoir se doter d'une ou de plusieurs plateformes agréées, hein, pour pouvoir gérer l'émission et la réception des factures. Et donc, ce qui veut dire que bah, vous aurez un nouvel outil à intégrer dans votre écosystème applicatif. Et ce qui fait que, alors, on verra dans la table ronde suivante que le sujet n'est pas vraiment que système ou IT, hein. Bien sûr, il y a des impacts, on verra sur les processus, sur l'organisation, des sujets de change management, mais quand même, dans la mise en œuvre de cette réforme, un gros sujet, c'est quand même l'impact sur le système, le fait de choisir, on y reviendra, une ou plusieurs plateformes et intégrer cette plateforme à vos outils, à votre écosystème. Donc, ce qu'on a bien matérialisé sur ce schéma, donc au milieu, vous avez les systèmes, l'écosystème applicatif de l'entreprise. Alors, en se focalisant sur la finance, et bon, ça peut un petit peu dépendre des entreprises, mais il faut avoir un outil pour gérer toute la partie achat, donc un outil de P2P, de dématérialisation, hein, c'est un sujet qui existe déjà depuis longtemps. Vous pouvez avoir des systèmes de facturation, hein, dédiés, un ou plusieurs en fonction de votre activité, ou si vous avez plusieurs activités, vous pouvez avoir plusieurs systèmes. Et puis, c'est pareil, un ou plusieurs ERP pour toute la gestion, pour toute la finance et la comptabilité. Là aussi, un petit peu en fonction de votre historique. Si vous avez fait des opérations de croissance externe, par exemple, vous pouvez encore avoir des différents ERP dans vos outils. Et donc, vous allez devoir choisir donc une ou plusieurs plateformes qu'il va falloir intégrer. Donc, si on regarde plutôt côté facturation entrante, donc, et on va retrouver un petit peu le schéma, enfin le flux, hein, qui évoquait Adélaïde. Donc, vous aurez vos fournisseurs qui entrent dans le champ de la réforme, donc en septembre 26, donc les fournisseurs français, soit des ETI, soit des grandes entreprises qui auront l'obligation d'émettre des factures électroniques, qui auront elles-mêmes choisi leur plateforme, qui vont envoyer leurs factures à leur plateforme. Ces factures vont être envoyées à votre propre plateforme, c'est celle qu'on voit à gauche en bleu. Et donc, vous aurez un travail d'intégration, là, d'interfaçage entre la plateforme que vous aurez choisie et vos systèmes, soit directement à votre ERP, soit si vous avez une brique P2P, certaines entreprises choisissent de la garder. Et donc, les données de facture arrivent dans votre outil de P2P et puis ensuite sont transmises à l'ERP pour tout ce qui va être réception, rapprochement avec une commande et mise en paiement de la facture. Alors, un petit point d'attention quand même, c'est qu'effectivement, en septembre 2026, enfin, après septembre, vous allez continuer à recevoir des factures comme aujourd'hui, hein, donc PDF, mail ou voire papier, des fournisseurs étrangers, des PME qui rentrent dans la réforme un an après, et également au début, il faut bien le dire, des entreprises qui ne seront pas encore prêtes au 1er septembre, il y en aura, donc ils vont continuer à vous envoyer des factures papier. Donc il faut bien garder évidemment un dispositif et des outils et des processus pour continuer à intégrer ces factures non électroniques. Ensuite, côté flux sortant, donc là, c'est pareil. Donc, on a votre plateforme agréée qui va permettre d'envoyer les factures aux plateformes de vos clients. En fait, sur les flux sortants, la plateforme va avoir deux rôles. Effectivement, le premier qui est d'envoyer les factures aux plateformes de vos clients, et un autre rôle qui va être d'envoyer les données à l'administration, au portail public de facturation, sur le e-invoicing, les données des factures, et sur tout le périmètre du e-reporting, les éléments de e-reporting. Ce qui veut dire là, donc là aussi, des intégrations à construire entre vos systèmes et votre plateforme agréée. Donc, flux qui peuvent partir soit de votre ERP, soit de vos SI de facture, si vous n'avez pas le niveau d'information, de détail n'est pas suffisant dans l'ERP. Et ce qu'on voit souvent, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans une facture électronique, c'est comme une vraie facture. Donc, le niveau de détail, on est bien sûr à la ligne de facture, hein, et pas au total
total de la facture. Donc, souvent, ce niveau de détail n'est disponible que dans les SI de facturation. Et dans ces cas-là, on a des flux à construire entre les SI de facturation et la plateforme et votre plateforme agréée. Et pour le e-reporting, on a tous les cas de figure, mais en général, c'est plutôt des données, enfin, on peut avoir les deux, mais en tout cas des données qui viennent aussi de l'ERP à envoyer à votre plateforme. Voilà. Et donc, ce travail d'intégration, il est quand même assez complexe, parce que les formats des factures électroniques, donc c'est des factures électroniques, hein, donc ce n'est pas des PDF, hein, je tiens bien à préciser, donc c'est des fichiers, non mais certains, électronique PDF, non, c'est vraiment des fichiers électroniques donc de type XML, donc on a plus d'une centaine de champs à renseigner, donc avec un mapping assez complexe, même si l'administration a fourni quand même des explications, enfin un détail du modèle champ par champ, mais donc avec des champs obligatoires, des champs optionnels, des champs conditionnels, c'est-à-dire qui dépendent d'une valeur d'un autre champ. Et tout ce travail de mapping entre vos outils et les champs attendus par votre plateforme et qui, pour constituer complètement une facture électronique, est quand même assez complexe, assez long, et puis en plus avec des impacts sur, dont évoquer effectivement des cas d'usage. Donc on va dire le cas nominal, c'est-à-dire la facture la plus simple que vous pouvez envoyer, et puis après on a des cas plus complexes, et ces cas plus complexes se traduisent par des valeurs différentes à envoyer ou à aller chercher dans les systèmes. Donc voilà, donc tout ce travail quand même de mapping et d'intégration entre vos outils et votre plateforme, c'est quand même quelque chose d'assez, c'est une complexité importante sur le projet, et qui peut d'ailleurs nécessiter des évolutions à vos systèmes si, par exemple, les données aujourd'hui ne sont pas disponibles ou pas au bon format ou pas directement comme on les voudrait, donc besoin de créer des nouveaux champs ou de revoir, de mettre en place des règles de gestion pour extraire les données. Donc voilà, donc c'est vrai que la mise en œuvre dans les systèmes, c'est pas tout il n'y a pas que ça dans un projet de facturation électronique, mais c'est quand même beaucoup d'enjeux et une part importante de la charge pour les entreprises du projet, avec quelques points, je regarde l'heure, avec quelques points à sécuriser effectivement. Premièrement, c'est définition de la stratégie IT. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est par rapport à son écosystème, de combien de plateformes je vais avoir besoin, une seule ou pas, comment je vais la connecter à mes systèmes, pourquoi plusieurs, certaines entreprises font le choix d'avoir une plateforme sur les flux entrants et une sur les flux sortants, ou des fois ont un outil de P2P qui est plateforme, on font le choix de garder cet outil, le passer d'un outil de démat à un vrai outil de facturation électronique et mettre un autre outil sur notre plateforme sur les flux sortants. Donc voilà, donc déjà, quelle stratégie pour intégrer intégration de plateforme. Après, le choix de la plateforme. Donc, tu l'as dit aussi, Adélaïde, il y a aujourd'hui, je crois, 140, une offre qui est riche et abondante. Donc, 140 plateformes. Donc, comment choisir la bonne? Évidemment, elles ne s'adressent pas toutes aux mêmes entreprises, ne répondent pas toutes aux mêmes besoins. Donc, par rapport à votre contexte, évidemment, pouvoir choisir la bonne. Un critère étant aussi la capacité de la plateforme et des équipes, des ressources de l'éditeur à pouvoir être prêt à déployer quand même rapidement pour être prêt en septembre. Tout le travail d'intégration que j'ai évoqué, qui est donc dans le planning. Si on fait le rétro-planning de mise en œuvre, c'est une part importante des activités. J'évoquais aussi le fait des évolutions à apporter à vos systèmes. Et puis, comme tout projet IT, je dirais, du temps nécessaire pour faire des tests. Donc déjà, des tests techniques, des UAT avec les équipes métiers par rapport à tous les cas d'usage ou tous les types de flux que vous avez à gérer, s'assurer que vous arrivez bien à les traiter tous. Et puis, une phase pilote qui est déjà commencée, avec on se met d'accord avec quelques clients et fournisseurs pour s'envoyer. Donc là, ce n'est pas des tests, c'est une phase pilote, c'est des vraies factures qu'on commence déjà à s'envoyer et évidemment qu'on va faire plutôt en juin, juillet ou août pour être totalement prêt au 1er septembre. Très bien, merci Fabrice. Merci Fabrice de ce panorama, merci Adélaïde. Alexandra, si on parle un petit peu enjeux, alors on les a déjà évoqués, mais il y en a certains sur lesquels il faut insister un petit peu. Oui.
Alors effectivement, on a souhaité vous présenter dans cette dernière partie sur le cadre réglementaire les principaux enjeux qui sont selon nous liés à cette réforme et notamment les sanctions qui y sont associées. Alors tout d'abord, il y a l'enjeu auquel on pense directement, qui est l'enjeu fiscal, car comme le rappelait Adélaïde, c'est une réforme qui est avant tout et surtout fiscale. Donc il y a des sanctions qui pourront s'appliquer, elles sont détaillées sur la slide, donc je ne vais pas y revenir point par point. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on ne respecte pas ces obligations en matière de invoicing et reporting, des amendes s'appliqueront. Il y a, si on résume 2 grosses catégories d'amendes. D'abord, des amendes pour le manquement. Donc ça va être le cas, par exemple, pour les factures qui ne sont pas émises au format électronique ou pour toutes les transmissions de données qui ne sont pas effectuées. Donc là, c'est des amendes forfaitaires qui sont assez faibles, elles sont prises individuellement, mais qui s'appliquent par manquement, donc par exemple par facture non conforme. Donc finalement, le tout cumulé peut arriver à un montant d'amende assez significatif, étant précisé que dans les 2 cas, il y a quand même un plafond annuel de 15 000 €. Donc ça permet de relativiser un peu le risque. Autre point important, il y a une tolérance dans ces 2 cas pour le premier manquement, tant que celui-ci est corrigé dans les 30 jours. Ça aussi, c'est un point important à savoir. L'autre catégorie d'amendes, de sanctions, on va dire, qu'on peut avoir, là, concerne la plateforme agréée. Donc comme évoqué tout à l'heure, il faut choisir une plateforme agréée d'ici septembre. Si les entreprises ne le font pas, il va y avoir une sanction assez progressive, c'est-à-dire d'abord une mise en demeure d'en choisir une sous 3 mois. Si ce n'est toujours pas fait, il y aura une première amende de 500 €. Et si au bout de 3 mois encore, ce n'est toujours pas fait, il y aura une amende de 1 000 € qui s'appliquera tous les 3 mois jusqu'à ce qu'une plateforme soit désignée. Donc là encore, si on ne met pas énormément de temps à se conformer, l'amende sera pas si significative, en tout cas pour les grosses entreprises. Mais si on traîne et qu'on met des années avant de choisir sa plateforme, ça peut vraiment chiffrer. Donc voici pour les sanctions fiscales, donc il y a vraiment l'enjeu direct de cette réforme. Mais on souhaitait également vous mentionner quelques enjeux qui sont plus indirects, qui ne sont pas directement liés à la réforme, ni exclusivement liés à la réforme, mais qui sont, selon nous, quand même importants, parce que les enjeux financiers derrière sont importants pour les entreprises. Le premier auquel on pense, donc c'est un enjeu qu'on ne peut pas vraiment chiffrer, c'est le risque de désorganisation des flux de paiement-facturation. Donc je pense que vous l'avez vu avec les présentations de Fabrice et Adélaïde, la mise en œuvre de la réforme est complexe. Surtout, voilà, il y a beaucoup de cas d'usage, etc. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, pour les entreprises qui n'anticipent pas le sujet, il risque d'y avoir au moins au démarrage un peu de cafouillage et donc des risques notamment de retard de paiement, de factures perdues avec des erreurs, ce qui peut créer quelques tensions, notamment avec les partenaires commerciaux. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut anticiper voilà, nécessairement. Le deuxième risque indirect que l'on voit, qui là est beaucoup plus facile à quantifier, c'est le risque lié au délai de paiement. Donc, comme vous devez le savoir, dans les relations entre professionnels, lorsqu'on reçoit des factures de fournisseurs français, il faut les régler dans un certain délai maximum qui est fixé dans la loi. Alors, classiquement, c'est 60 jours, mais il y a aussi des délais un peu spécifiques dans certains cas. Par exemple, pour les transports, ça va être 30 jours. Si on ne respecte pas ces délais, il y a forcément des sanctions qui s'appliquent. Donc, vous pouvez me dire quel est le lien ici avec la réforme? Tout simplement, nous, ce qu'on anticipe avec cette réforme, c'est qu'il risque d'y avoir une augmentation des retards de paiement pour les entreprises. Tout d'abord, pour ce qu'on vient de dire à l'instant, le risque de désorganisation au début, mais même sur le plus long terme, il y a un risque que les entreprises ne soient pas forcément formées suffisamment à l'utilisation des plateformes et l'utilisent de manière non conforme aux règles juridiques. Sauf que, comme on le disait, c'est une réforme qui est fiscale. Donc, côté juridique, il n'y a rien qui change. Donc, c'est-à-dire que l'administration concurrence qui fait les contrôles et les paiements notamment, pour elle, rien ne va changer. Donc, il faut toujours émettre ses factures lorsqu'on est avec des clients professionnels. Il faut toujours réclamer les factures quand on ne les reçoit pas. Et il faut toujours les payer à échéance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se cacher en quelque sorte derrière la réforme, derrière les plateformes qui ont une espèce de rôle d'intermédiaire, en se disant bon ben j'ai rien sur la plateforme, j'ai rien reçu de mon fournisseur, donc je ne paie pas. Non, ça marche pas. Il faut toujours réclamer les factures.
Donc finalement, il y a un risque ici qu'on voit si en fait les entreprises ne sont pas suffisamment formées à l'utilisation des plateformes électroniques. Et pourquoi on vous parle de ce risque en particulier et pas d'autres, parce que j'imagine qu'il y a bien d'autres risques indirects. Tout simplement car les sanctions à la clé sont très importantes. Déjà, il faut savoir que les contrôles en matière de délai de paiement se démultiplient ces dernières années, hein, de plus en plus. Je pense que si je vous interrogerai, la moitié des grosses entreprises, en tout cas, sont concernées par un contrôle ou ont déjà eu un contrôle. Et les sanctions, donc jusqu'à maintenant, on avait, et c'est ce que prévoient les textes, une sanction plafonnée à 2 millions d'euros. Sauf que ce qu'on se rend compte avec les entreprises qu'on accompagne à leur contrôle, c'est que ce plafond, en réalité, n'est plus appliqué au contrôle en entier, mais plutôt par catégorie de délai de paiement. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a des sanctions à la fois sur les délais classiques et sur les délais transport, il y aura un plafond de 2 millions pour chacune, ce qui peut faire qu'on est plutôt autour de 4 millions de plafond. En plus de ça, il y a actuellement une proposition de loi qui prévoit un plafond alternatif de 1% du chiffre d'affaires mondial. Donc pour les grosses entreprises, c'est un vrai sujet parce que clairement, on pourrait être largement au-delà de ces plafonds actuellement. À côté de ça, il y a le risque réputationnel, puisque toutes les sanctions sont publiées sur le site de l'administration, sur les journaux d'annonces légales, on ne peut pas se cacher. Et il y a également aussi le doublement des amendes en cas de récidive. Et ce n'est pas un risque théorique parce que l'administration revient toujours, quand elle a contrôlé une entreprise, elle revient quelques années plus tard pour vérifier que voilà, tout le risque a été un peu réglé. Donc voici pour ce gros sujet, mais qui est quand même important pour nous. Et ensuite, juste pour clôturer, on voulait vous rappeler les sanctions en cas d'absence de mention obligatoire sur les factures. Parce que là, avec la réforme, ça me semble important de mentionner, puisqu'il va y avoir des nouvelles mentions obligatoires qui sont mises en œuvre. Donc, on voulait vous rappeler que l'absence de mention obligatoire est sanctionnée à la fois par le Code de commerce, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 375 000 euros. Alors là, ça a relativisé parce que c'est un texte qui sanctionne globalement la non-conformité des amendes, donc des factures, pardon. S'il manque juste une ou deux mentions obligatoires, on n'arrivera jamais à de tels montants, évidemment. Et ensuite, il y a le Code général des impôts aussi qui sanctionne ici avec des amendes de 15 euros par mention manquante par facture. Là, on a un plafond par facture de 25% du montant de la facture. On n'a pas de plafond global. Donc là encore, ça peut chiffrer si toutes les factures sont voilà, non conformes. Donc voici pour les principaux enjeux. Évidemment, il y en a d'autres. On ne pouvait pas tout couvrir dans le temps donné. Mais on a évoqué ici ce qui était pour nous les principaux enjeux qu'il faut avoir en tête avec cette réforme. Bien, merci beaucoup. Ça pourrait presque faire peur, mais c'est la réalité de la situation. Un environnement qui est complexe, hein, qui a été précisé par Fabrice. On va rentrer petit à petit dans le détail des deux grandes catégories, des grandes entreprises d'abord, puis des petites. On reviendra sur un certain nombre de ces enjeux et de ces risques. Donc merci à tous les trois de cette grande introduction qui nous permet de vraiment repositionner le cadre réglementaire, mais aussi des enjeux qui peuvent être des enjeux stratégiques, hein, vous l'avez évoqué. Merci à tous. On va se quitter quelques instants, le temps de changer de table ronde. Merci à vous, à tout de suite.